Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Questions Jardin. Alors il fait froid et d'ailleurs j'espère que vous avez pu mettre en application les petits conseils, les astuces prodiguées lors de la dernière émission par notre experte Marion Ripaud pour mettre à l'abri tout ce qui était fragile dans vos jardins et sur vos balcons. Il fait froid donc et on vous propose justement aujourd'hui dans ce nouveau numéro de rentrer au chaud. On va parler ensemble des plantes d'intérieur, les aloe vera, les ficus, les orchidées. Et puis parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, on va de suite aller retrouver Marion dans le Maine-et-Loire. Salut Marion. Bonjour François, bonjour tout le monde. Alors une fois n'est pas coutume, tu as délaissé ta serre, tu as délaissé ton jardin pour gagner tes intérieurs, justement, donc pour parler des plantes là qu'on peut garder dans nos maisons, dans nos appartements et dans nos chambres. C'est bien ça? Oui, c'est ça, j'ai regroupé une partie de mes plantes d'intérieur, on est au chaud. C'est vrai que les plantes d'intérieur, ça est accessible à tout le monde, il y en a beaucoup qui en mettent à l'intérieur. Et justement, j'ai fait un sondage par curiosité et les orchidées sont les plantes vraiment les plus répandues dans les ménages puisqu'il y a 80%, alors par rapport à ma communauté bien sûr, qui a des orchidées. Donc c'est vraiment une culture, je pense, où on aura pas mal de questions dans cette émission. Et oui, alors les orchidées, effectivement, on va en parler sans plus attendre avec une première question. On en a reçu plusieurs autour des orchidées. Comment entretenir une orchidée et la faire fleurir? C'est une question de Béatrice qui habite Pontivy. Marie-Hélène qui habite Soulan, elle a aussi une orchidée qui ne veut pas fleurir alors qu'elle fait beaucoup de racines. Quelle solution tu peux envisager? Alors, pour ceux qui ne connaisseraient pas cette plante, déjà, ça ressemble à ça, une orchidée. Une orchidée, ça a besoin d'être dans de bonnes conditions pour pouvoir fleurir. C'est une plante qui est quand même assez compliquée à faire fleurir, puisque souvent, on ne sait pas forcément à quel endroit et comment faire. Donc, pour les faire fleurir, c'est très simple. Déjà, il faut bien l'entretenir. Donc, les soins à apporter, c'est vraiment de la mettre dans une luminosité vraiment extrême. Elle a besoin de beaucoup de lumière, donc il ne faut pas les mettre à proximité d'un soleil direct puisque ça peut provoquer des brûlures sur le feuillage, mais par exemple à côté d'une baie, à côté d'une fenêtre, c'est vraiment très bien. Il ne faut pas l'exposer par exemple dehors en plein soleil, ça elle n'aimera pas du tout. Ensuite, au niveau du substrat, donc si vous avez des orchidées chez vous, c'est vrai que le substrat n'est pas du tout comme les autres plantes, c'est vraiment à base d'écorce de pin principalement. C'est un substrat qui est très drainant. L'orchidée a des racines qui sont dans le pot et aussi des racines aériennes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte puisqu'elle n'est pas l'excès d'humidité. Donc par rapport à ça, il va falloir adapter un arrosage qui est très technique, c'est-à-dire qu'on n'arrose pas comme les autres plantes, on n'arrose pas par le dessus et on laisse dans le cache-pot une quantité d'eau nécessaire pour qu'elle boive en continu selon son besoin. Non, puisqu'il y aura un stress hydrique, donc il va falloir arroser en faisant des trempages, on pourra en parler tout à l'heure, arroser une fois par semaine. Bien sûr, si c'est l'été, on arrose un petit peu plus. En période hivernale, on arrose un petit peu moins. Et si jamais la plante a défleuri, il va falloir faire une taille. Et normalement, si vous respectez ces bonnes conditions, elle va refleurir chaque année. En général, il y a une floraison par an. Et bien entendu, il faudra apporter de l'engrais pour nourrir la plante, puisque c'est pas parce qu'elle est peu développée et qu'il y a peu de feuillage qu'elle ne consomme pas d'engrais. Très bien, merci Marion. Alors il y a Sophie qui parle d'arrosage elle aussi et qui nous demande faut-il continuer d'arroser une orchidée qui a défleuri? C'est une bonne question ça. Oui, alors pour les orchidées qui ont défleuri, donc là c'est vrai que j'en ai pas mal à côté de moi, donc ça va ressembler à ça. Donc il y a des racines qui sont aériennes. Donc déjà par rapport à ça, les racines aériennes captent l'humidité de l'air pour justement se nourrir et faire un arrosage naturel grâce à ça. Par contre, lorsqu'elles n'ont pas de fleurs, il va falloir quand même les arroser puisqu'elles ne pourront pas survivre uniquement par l'arrosage aérien. Donc pour l'arrosage, en fait, il va falloir faire des trempages, donc tremper le pot dans de l'eau pour que justement ça absorbe l'eau par capillarité. Donc la capillarité, c'est un terme assez technique. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que l'eau remonte par le bas du pot à l'intérieur du pot, vraiment en hauteur. Les racines absorbent l'eau et ça va permettre d'arroser copieusement
en une fois et après il va falloir quand même laisser détremper pour que justement il n'y ait pas d'eau qui stagne à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir faire. Et par contre en hiver on arrose beaucoup moins. Il faut vraiment regarder la coloration des racines. Si les racines sont turgescentes, si elles sont bien vertes, bien dodues, bien charnues, contrairement à des racines qui peuvent être un peu plus appauvries, qui se rétractent un petit peu et qui grisâtrent, qui changent de couleur. Et là, ça permet de voir qu'on a besoin d'arroser. Très bien. Alors, il y a Dominique qui habite Le Mans qui nous pose cette question. J'ai une orchidée qui n'a pas refleuri depuis 2 ans. Il aperçoit une couleur bleu vif. Est-ce que c'est grave, docteur? Alors non, c'est pas grave, ça peut arriver. Si elle n'a pas refleuri, c'est sûrement qu'il y a eu un problème dans les conditions de culture. C'est pas parce qu'elle est dans un endroit depuis 2 ans qu'elle est au bon endroit. Souvent, on les place à un côté, sur un bout d'un meuble, dans l'entrée, quelque chose comme ça. Et en fait, souvent, on la reçoit, elle est fleurie, elle défleurit, et après, c'est vrai qu'elle met peut-être plusieurs années, comme dans ce cas-là, à refleurir. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment beaucoup de luminosité. C'est peut-être ça qu'elle n'a pas forcément assez en quantité. Il faudra aussi lui apporter de l'engrais. C'est vraiment important, par exemple de l'engrais une fois par mois. Il existe des engrais spéciaux pour les orchidées. On peut même faire des engrais naturels à base de décoction de purin de banane, chose que je fais régulièrement. Par exemple, vous mangez une banane, vous gardez la peau, vous pouvez faire du purin de banane et arroser toutes vos plantes d'intérieur pour essayer de les faire refleurir, parce que ça peut être ça. Et après, si ça fait déjà plus de 2 ans qu'elle l'a, peut-être que le substrat est fatigué, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir dépoter et rempoter la plante. Il peut y avoir la plante qui se fatigue à l'intérieur, donc il va falloir enlever le pot, alors comme ça, et ensuite vous allez enlever toutes les écorces à l'intérieur. Vous allez en jardinerie, par exemple, acheter un substrat donc spécial orchidée à base d'écorce de pin, et vous remettez vos racines dans un nouveau pot, et déjà ça va réenrichir la plante. Et il faudra aussi couper les racines qui seront marron. Comme ici, on voit bien la différence. Il y a des racines qui sont complètement desséchées, d'autres qui sont grisâtres ou vertes. Donc il va falloir recouper, retailler, et ça va permettre de la faire redémarrer. C'est souvent un effet de stress qui va faire refleurir une plante. Donc ça, c'est un stress, peut-être un stress hydrique avec le changement de peau, changement d'arrosage. Et aussi, il peut y avoir un stress créé avec un choc thermique, c'est-à-dire que l'orchidée, elle pourra être mise dans des températures entre 15 et 18 degrés au lieu d'être dans une maison. Donc, par exemple, vous laissez le pot dans votre garage, si vous avez une température comme ça, pendant environ 15 jours, 3 semaines, ça va lui faire un stress, et le stress va permettre de faire réagir la plante face à un stress, et ça va permettre de faire refleurir et faire démarrer, par exemple, des nouvelles pousses comme celle-ci. Il y a des astuces à faire, il ne faut pas hésiter à les changer de place. Lorsque ça ne fonctionne pas depuis des années, on change, ça risque rien, c'est des plantes faciles à déplacer, qui ne prennent pas beaucoup de place, donc il y a plein de solutions possibles. Très bien, on s'aperçoit que là, contrairement à notre direct, le stress, c'est plutôt une bonne chose pour les plantes. C'est un peu ça. C'est ça, c'est ça. Alors, une question d'une lectrice qui se prénomme F, c'est tout ce qu'elle nous a donné, elle habite Marseille. Elle dit: mon orchidée a perdu toutes ses fleurs, que dois-je faire ou couper? Ça, c'est une bonne question. J'ai ramené une orchidée de la maison. Elle est toute verte, elle est en pousse, mais effectivement, il y a des fois, il y a des tiges qui sont mortes. Est-ce qu'on doit les couper? Est-ce qu'on doit les laisser? Oui, alors déjà, pour savoir si on doit couper ou non, il faut regarder la couleur de la tige. Si la tige, elle est encore verte, il va falloir tailler. Donc par exemple, alors là, ça tombe bien parce que j'ai vraiment un exemple à vous montrer. Si la tige est encore verte, comme ici, on voit que là, il y avait la fleur, enfin toutes les fleurs ont dépéri, elles sont tombées, et là, la tige commence à changer de couleur, à redevenir marron. Par contre, juste en dessous, on a une nouvelle pousse qui s'est créée. Donc là, si jamais elle a une tige comme ça, qui a refleuri après avoir fleuri une première fois, elle pourra couper juste au-dessus du nœud, donc juste au-dessus de cette fleur-là, qui va arriver prochainement. Si la tige, au contraire, est complètement marron comme ici, donc là c'est marron, imaginons qu'elle redescend marron jusqu'au bout, il va falloir couper directement au niveau du collet, donc à la base de la plante, juste ici.
puisqu'en fait, comme elle est marron, elle ne pourra pas redémarrer, il n'y aura pas de pousses qui pourront se faire, la tige va mourir, il faut couper pour laisser de l'énergie au niveau du cœur de la plante, et après, de nouvelles pousses pourront repousser de cette plante-là, mais pas à partir d'une tige. Et pour ceux qui n'ont pas, parce qu'il y a aussi cette possibilité-là, pour ceux qui ont simplement une tige et pas de petit départ comme ici, eh bien, vous pouvez tailler à peu près au niveau du 3e, voire 4e nœud. Donc, on compte un nœud, je ne sais pas si vous voyez bien, un nœud, c'est ici, on voit. C'est un petit œil. Et du coup, on coupe toujours au-dessus, puisque c'est à partir de là qu'une pousse se fera. Donc là, on voit bien l'exemple. La tige a été taillée et il y a un beau départ qui s'est formé. Et du coup, là, il y aura de nombreuses fleurs qui vont arriver. Il faut bien penser à mettre un petit tuteur pour soutenir le poids des fleurs. Très bien, merci Marion. Alors il y a Annie qui habite Vertou qui nous parle là de terreau. Faut-il utiliser du terreau pour les orchidées? Tout à l'heure tu parlais d'écorce. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Oui, pour les orchidées, c'est vrai que c'est un substrat qui est bien spécifique. Il ne faut pas mettre de substrat plantation, même s'il y a des gros morceaux à l'intérieur. Une orchidée a besoin d'un substrat qui est vraiment très drainant, puisque l'excès d'eau va tout faire pourrir. Malheureusement, elle va mourir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique que vous pouvez trouver en jardinerie. C'est des écorces de pin. Ça ressemble à ça. C'est essentiellement de l'écorce. Et en fait, ça permet de faire un support de culture pour mettre les racines, pour avoir une ambiance humide sans avoir d'excès. Et en fait, les orchidées, on peut les retrouver, alors en France, elles sont en pot comme là, mais dans certains pays, elles s'accrochent directement, elles vivent contre des arbres, contre les écorces des arbres. Donc c'est pour ça qu'en fait, on les a acclimatées chez nous en essayant de mettre le même contexte chez nous. Mais du coup, il faut vraiment adapter avec un support très aéré pour éviter la pourriture. Très bien. Alors là, une petite question maladie d'Emmanuel qui habite Château-Gontier, c'est en Mayenne. J'ai eu de petits champignons blancs ou une maladie sur les orchidées. Comment peut-on faire pour s'en débarrasser et pourquoi ils sont apparus? Alors, j'ajouterai une petite question aussi. Champignons blancs, c'est dommage parce que j'ai pas plus d'informations que ça, parce que ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, dans un premier temps, des champignons qui se développent sur les écorces. Il peut y avoir, avec un excès d'eau, le développement des champignons à la surface du sol. Donc là, il peut y avoir quelques traces blanches et ça, c'est dû à un excès d'eau. Donc si jamais c'est ce symptôme-là, il faut vraiment réduire les arrosages, laisser sécher, vous inquiétez pas, avec les racines aériennes, elle va quand même boire de l'humidité et ça va permettre qu'ils disparaissent, quitte à faire une petite pulvérisation avec du bicarbonate de soude, une cuillère dans un pulvérisateur d'1 litre, puisque ça a des effets antifongiques et ça va pouvoir aider à enlever ces champignons. Si jamais c'est des traces blanches, puisqu'il y a aussi ce phénomène-là, sur le feuillage, il peut y avoir des petits dépôts blancs et ça peut être de la cochenille farineuse. Donc la cochenille farineuse, c'est assez difficile de s'en débarrasser. C'est un insecte qui ressemble à un petit amas blanc et ils se nourrissent malheureusement de la sève de la plante et ça va permettre d'affaiblir la plante et à long terme de la faire mourir puisqu'elle sera trop affaiblie. Donc pour ça, il va falloir faire avec un coton, tout simplement, puisque pour une plante ou deux, ça ne sert à rien de sortir le pulvérisateur, avec un coton et simplement de l'eau ou mettre un petit peu de savon noir avec, de nettoyer le feuillage pour enlever de manière mécanique les parasites, enfin les cochenilles qui seraient dessus. Et vous pouvez faire aussi avec une pulvérisation, avec un petit pulvérisateur à main, comme ça, de mettre dans 1 litre d'eau, de mettre une cuillère de savon noir et aussi de l'huile de neem. Ça fonctionne très bien en répulsif, puisque la cochenille n'aime pas du tout ça. Donc ça peut être ça l'alternative, mais il faut vraiment les enlever à la main si c'est ça. Après, comme je ne vois pas la plante, je ne peux pas être sûre de moi au niveau du symptôme. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être aussi un problème avec l'arrosage, une pellicule qui se forme. Enfin voilà, il faudrait voir un petit peu plus de plus près, mais déjà je pense que j'aurais répondu à certains éléments.
Très bien, merci Marion. Alors effectivement, vous avez été plusieurs, hein, comme Véronique qui habite Saint-Vincent-des-Landes. Il y avait aussi Jeannette qui habite Beaupro qui nous interrogeait sur ces problèmes de marque blanche, de poudre blanche qu'il pouvait retrouver sur les feuilles ou sur les racines. Une autre question, si tu veux bien, autour de l'arrosage. Beaucoup, peu. Et là, j'aimerais bien que tu nous fasses une petite démonstration. On avait prévu ça, je crois. Une Oui. démonstration Alors, je vais d'arrosage. faire la Comment petite démonstration. Il y a juste avant, je voulais revenir sur la question d'avant, parce que quand on parle de poudre blanche, ce n'est pas pareil que le champignon ou la maladie, parce que là, je peux vous montrer, sur le feuillage, il y a quelques, on va dire, taches blanches, vraiment légères, et ça, c'est des traces d'arrosage. En fait, ça, c'est le calcaire de l'eau. Quand vous arrosez, si vous ne faites pas par trempage, si vous faites simplement avec une pulvérisation, en fait, le calcaire de l'eau va se déposer sur le feuillage et lorsqu'il va sécher, ça va faire des traces avec des petites gouttes d'eau qui vont sécher. Et ça va surtout être au niveau du cœur puisque l'eau va glisser dans le cœur et en fait, c'est là aussi qu'il peut y avoir de la pourriture et perte de feuilles, donc risque de perte de plantes. Ok. C'est encore un autre phénomène, mais je préférais quand même le montrer parce Donc, que pas forcément de la beaucoup d'entre cochenille. vous, je pense, arrosent comme ça et du coup, c'est pas bon. Très bien. Donc, soyons vigilants et allez Alors, regarder au cœur. C'est un bon indicateur, là, ce que tu nous disais. S'il y a un peu de traces blanches sur les feuilles, mais qu'on en retrouve aussi au cœur de l'orchidée, ça fait effectivement un ruissellement. C'est ce que tu expliquais. Alors, une petite oui. démo d'arrosage. Alors, la démo. Donc, si vous avez une orchidée chez vous, la première chose, il faut de l'eau à ambiance tempérée. Il faut éviter le stress. L'orchidée, c'est quelque chose qui aime la chaleur, donc on va arroser avec une température ambiante. Ensuite, soit vous arrosez directement, alors c'est un arrosage par trempage, soit vous arrosez directement dans un évier ou dans une bassine ou là dans un saladier. Là, j'ai pris un saladier, c'est volontaire, c'est pour vous montrer vraiment à travers. Ensuite, vous mettez de l'eau dans le saladier. Donc moi, je prends un pichet, vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, mais vraiment température ambiante. Et ensuite, vous prenez votre orchidée. Il faut bien regarder la couleur des racines si elle a besoin d'eau. Donc là, celle-ci, elle est verte, les racines sont vertes, donc elle n'a pas besoin d'être arrosée. Je la prends quand même, c'est pour vous montrer. Et vous la posez simplement ici. Il faut laisser environ 2 cm d'eau au niveau du bas du sol et il va falloir laisser tremper environ 15 minutes pour que l'eau ait le temps de remonter par capillarité. Donc là, je vous montre de plus près. Qu'elle ait le temps de remonter et ensuite, après, il va falloir enlever le pot. On laisse bien égoutter, par exemple, il faut bien laisser égoutter et après, vous remettez au niveau du cache-pot parce qu'il faut éviter qu'il y ait de l'eau qui stagne dans la soucoupe. C'est ça qui fait en fait la pourriture des racines puisque l'orchidée n'aime pas avoir les racines dans l'eau. Donc vous attendez bien que ça égoutte et vous remettez à l'endroit. Il ne faut pas arroser dessus. Si jamais vous avez une ambiance qui est très sèche dans votre maison, par contre vous pouvez pulvériser de temps en temps une ambiance humide puisque c'est une plante tropicale qui a besoin quand même d'humidité. Mais ça c'est vraiment plus occasionnel. Très bien, merci Marion. Alors, si comme tous nos internautes, tous nos lecteurs qui ont déjà envoyé des questions, vous voulez vous aussi pendant l'émission questionner Marion, vous pouvez nous envoyer vos questions en scannant le QR code là qui s'affiche à l'instant à l'écran. Vous prenez votre smartphone, vous le flashez et on recevra tout de suite la question qu'on transmettra à Marion. Une question comme celle de Françoise, d'Alfortville, qui n'a pas trait aux orchidées, mais là au caoutchouc. Mon caoutchouc grandit mais perd ses feuilles, il n'a pas changé de condition. Que se passe-t-il? Alors, pour le caoutchouc, c'est peut-être au niveau de l'arrosage, puisqu'en fait, comme on est passé dans la période d'hiver, on a moins de luminosité, donc la plante consommera beaucoup moins d'eau, puisqu'elle est dans des conditions qui sont moins performantes qu'en été et en automne. Là, on est fin d'automne, il y a beaucoup moins de luminosité, donc c'est un petit peu la problématique. Donc, il va falloir quand même diminuer les arrosages.
Il faut bien mettre le doigt à l'intérieur du substrat, il ne faut pas hésiter à se salir les mains pour sentir si le sol est vraiment très sec ou non. S'il est très humide, il va falloir vraiment laisser détremper entre 2 arrosages pour que justement les racines puissent avoir un petit peu plus d'air à l'intérieur du pot. Vous pouvez aussi rempoter vos plantes, souvent elle est faite au printemps, mais si le pot est vraiment très petit par rapport à la taille de la plante, vous pouvez le faire, il n'y a pas d'inconvénient puisqu'en fait on est en intérieur, ça n'a rien à voir par rapport à l'extérieur, ça permet d'aérer à l'intérieur, de renouveler le substrat aussi, d'apporter des bonnes conditions. Et puis après, peut-être que justement, par le manque de luminosité à cette période où c'est quand même plus compliqué en extérieur, peut-être qu'il faut le changer de place, le mettre un peu plus proche d'une fenêtre ou d'une baie vitrée, puisque ils ont quand même besoin de luminosité pour bien pousser. Très bien, donc un petit combo entre arrosage, lumière, substrat et attention aux excès d'eau. Alors, on va parler désormais de l'aloe vera. Peut-on planter un aloe vera dehors, en pleine terre? C'est une question de Stéphane qui habite Rennes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette plante, c'est celle qui est juste ici. Donc ça, c'est une aloe vera. C'est une plante qui a de nombreuses vertus. Et effectivement, on peut la planter en extérieur. Attention, soyez bien vigilants, puisque une aloe vera, ça gèle facilement. Donc pour ceux qui habitent dans le sud de la France, qui ont des hivers qui sont relativement doux, c'est tout à fait possible. Même par précaution, souvent je dis quand même qu'il faut mettre un voile d'hivernage par-dessus, puisqu'on ne sait jamais quelle température il va faire en hiver. Et par contre, par rapport à la localisation Rennes, effectivement, c'est assez doux, mais il y a quand même quelques gelées. Donc personnellement, moi, je ne le ferai pas, parce que au risque que la plante meure, puisque c'est vraiment des plantes qui sont très sensibles au froid, qui sont gorgées d'eau, les feuilles sont très, très épaisses, elles sont gorgées de gel. Et du coup, je préfère conseiller, il vaut mieux les mettre en pot, en extérieur, et les rentrer de la période hivernale pour être sûr de les retrouver au printemps prochain. Et donc, alors, il y a Martine qui nous posait précédemment cette question, comment l'entretenir, tout simplement, parce que quand elle l'arrose, elle a l'impression qu'elle la noie, et autrement, les feuilles s'aplatissent contre le pot. Oui. Alors, une aloe vera, c'est une plante qui est vraiment très simple à cultiver, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Pour l'arrosage, en fait, c'est pas du tout compliqué. Il faut arroser en moyenne 1 fois par mois seulement. Le gros problème, c'est qu'on a l'impression que toutes les plantes d'intérieur, on arrose 1 fois par semaine et tout va bien. Et en fait, pas du tout. C'est un petit peu comme un cactus. Les feuilles ont beau être gorgées d'eau. En fait, elles résistent vraiment à la sécheresse. C'est une plante qui est faite pour ça. Donc, si on arrose trop, effectivement, les feuilles vont ramollir, vont aller vers le bas, vont changer de couleur et elles vont se décrocher une à une au niveau de la plante. Et c'est totalement un excès d'eau. Donc pour essayer de faire repartir une plante qui a été en excès, moi je conseille déjà, il faut la changer de pot, il faut changer le substrat, comme ça on aère un petit peu le sol. Il ne faut pas hésiter à mettre un substrat drainant, des écorces, de la perlite, des choses comme ça. Et ensuite on l'oublie, on la met dans un coin, toujours à proximité de la lumière, et on l'oublie plusieurs semaines. Si jamais au bout de plusieurs semaines vous ne l'avez pas arrosé, l'élément déclencheur, c'est de regarder la couleur du feuillage. Si le feuillage devient foncé, donc un peu rougeâtre foncé, alors là j'en ai un petit peu, c'est qu'en fait elle commence à avoir soif, elle change de couleur parce qu'en fait elle se met en autodéfense entre guillemets pour que le cœur pousse toujours. Et donc ça va être vraiment le signe indicatif. Mais il faut vraiment l'oublier et vraiment pas beaucoup l'arroser. Même si le substrat est sec, on n'arrose pas, quoi. C'est vraiment quelque chose qui, moins elle sera arrosée, mieux elle ira, on va dire. Très bien, alors on va quitter les aloe vera pour parler
calomondins. C'est Alice de Rennes, hein, qui nous pose cette question. En hiver, mes calomondins sont à l'intérieur. Ils ne vivent jamais très bien ce moment. Est-ce qu'il y aurait des actions à réaliser, si possible, pas tous les jours, pour qu'ils passent mieux cette période à l'intérieur? Alors, avant de répondre à la question, on peut peut-être rappeler ce que sont les calomondins. Tout le monde ne sait peut-être pas forcément ce que c'est. Oui, alors un calamandin, ça ressemble à un citronnier mandarinier en fait. Souvent les fruits ne se consomment pas, ils sont petits, ils se consomment pas parce qu'en fait ils sont très acides, donc ils sont peu appréciés en cuisine, même si on peut les consommer en sirop, quelque chose comme ça. Donc en fait ça c'est une plante qui est d'extérieur et qui est sensible au froid et souvent en fait on les rentre à l'intérieur pour justement lutter contre les gelées et essayer de sauver sa plante chaque année. Surtout quand on est dans une région assez froide. Et du coup, en fait, c'est le gros problème de ces plantes-là, comme les citronniers, comme les autres plantes de la même famille, c'est qu'en fait, on passe d'un endroit extérieur à 5 degrés et on met ça dans une maison à 20 degrés. Donc en fait, ils ne vont pas bien puisqu'il y a un gros choc thermique qui est créé, c'est-à-dire qu'il y a 15 degrés d'amplitude. Ce sont des plantes qui normalement l'été aiment bien les températures qui sont entre 18 et 25 degrés. Et en hiver, ils aiment bien des températures douces. Souvent, on parle de 12 à 15 degrés. Donc en fait, les températures sont trop hautes à l'intérieur d'une maison. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est de mettre ça pour l'aider dans la pièce la moins chaude de la maison, quitte à mettre dans un garage isolé à proximité d'une fenêtre pour avoir toujours de la luminosité parce qu'en fait, c'est ça qui va faire tomber les feuilles. S'ils sont dans un endroit trop chaud, les feuilles vont tomber parce qu'il ne sera pas dans de bonnes conditions. C'est pas la température qu'il aime habituellement. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment le laisser de côté dans un endroit assez froid. Toujours l'arroser, mais l'arroser vraiment uniquement quand il a besoin, donc peut-être une fois tous les 15 jours. Et vraiment, si il fait un endroit si à l'extérieur il gèle, mais vraiment des toutes petites gelées, peut-être le mieux c'est de le laisser au froid avec un gros voile d'hivernage sur peut-être 2 épaisseurs, dans un endroit peut-être sous un porche, sous une terrasse, quelque chose comme ça, où il sera peut-être mieux qu'à l'intérieur, puisque les feuilles vont tout tomber, quoi. Très bien. Alors, une nouvelle question, hein, désormais, c'est Carole de Guy Pava qui nous la pose. Quelle plante peut-on mettre dans une chambre pour apporter un peu d'humidité à un air trop sec? C'est une bonne question, ça. On dit parfois même que dans les centres hospitaliers, dans les cliniques, il est interdit d'apporter des plantes ou de les conserver dans les chambres, justement parce que ça dégage un peu de CO2. Alors, Ouais, alors pour les plantes, déjà je vais répondre au CO2 parce qu'en fait c'est souvent des choses que les gens parlent mais qu'ils ne maîtrisent pas forcément. En fait, une plante fait la photosynthèse, donc c'est-à-dire qu'elle absorbe du CO2 en journée, elle rejette de l'O2 en journée, donc du coup c'est très favorable à la maison, sauf que la nuit, elle ne le fait pas, elle rejette que du CO2 puisqu'elle n'est pas en activité, elle n'a pas l'ensoleillement nécessaire, donc elle est en repos, elle fait comme nous, elle respire comme nous la nuit. Donc c'est vraiment pour ça que les gens ont peur d'en mettre dans les chambres, mais dans tous les cas, normalement on aère tous les jours une chambre le matin, donc ça suffira largement, et puis une petite plante comme ça va pas émettre beaucoup de CO2 la nuit. Enfin, faut pas non plus exagérer, vous pouvez très bien en mettre. Et après, au niveau des plantes, il y a des plantes qui sont très favorables justement à ça. Il y a tout ce qui est Calathea, les chlorophytum, ça c'est vraiment la plante que tout le monde connaît en général. Donc là, c'est les petites boutures que j'ai fait, qu'on peut retrouver. Ça, c'est vraiment une plante qui est facile, qui prend pas beaucoup de place. Vous pouvez mettre aussi des monstera. Donc ça, c'est la plante dans le gros pot rouge juste ici. Donc ça, c'est des plantes en fait qui rejettent un petit peu d'humidité et qui sont favorables dans les chambres et aussi vraiment dans les maisons en fait. Il faut pas mettre des plantes comme des cactus, comme des aloe vera, des plantes qui consomment très peu d'eau et qui rejettent aussi très peu d'eau. très bien. En tout cas, plusieurs solutions pour apporter un peu d'humidité dans une chambre. Alors, quel arrosage pour un hibiscus à l'intérieur l'hiver? C'est une question de Gabriel qui habite Angers.
Alors, pour répondre à la question, déjà c'est délicat de donner une quantité d'arrosage sans connaître le type de substrat, la taille du pot, la température, vraiment l'environnement global de la plante. Après, en règle générale, ce qui est important pour savoir comment arroser et surtout en quelle quantité, c'est vraiment le toucher. Moi, c'est quelque chose que je fais vraiment souvent. Et aussi la couleur visuelle du substrat. Donc, ce qui est important, c'est de mettre le doigt dans le terreau pour sentir s'il y a de l'humidité à l'intérieur. Et souvent, si vous avez l'habitude d'observer vos plantes et surtout la couleur du substrat, vous verrez que le terreau devient marron clair, comme ici, lorsqu'il a besoin d'être arrosé, et il devient un peu plus foncé lorsqu'il est frais et humide. Donc ça, c'est vraiment un paramètre à prendre en compte. Et après, en général, en moyenne, pour donner quand même un ordre d'idée, en hiver, l'arrosage, c'est une fois tous les 15 jours. Tout dépend aussi s'il y a une sous-coupe pour retenir l'eau, pour que l'eau remonte après par capillarité. Et c'est vraiment beaucoup moins qu'en été, au printemps. Il faut vraiment jauger et surtout ne pas surarroser puisqu'il y aura asphyxie racinaire. Très bien, merci Marion. Alors là, c'est Alain qui habite Luc-sur-Mer et qui nous pose une bonne question aussi. Pouvez-vous nous donner des précisions et recommandations sur les vertus désintoxicantes, purifiantes des plantes intérieures? C'est vrai qu'elles ont plein d'avantages, hein, ces plantes. Oui, c'est ça. Ouais. Comme je le disais auparavant, donc, ces plantes d'intérieur, donc il y a le chlorophytum, il y a d'autres plantes comme des ficus, des fougères, des choses comme ça. Et ça, c'est des plantes qu'on appelle des plantes dépolluantes. C'est des plantes qui sont très favorables à l'intérieur. Pourquoi? Tout simplement, comme je l'ai expliqué, elles rejettent de l'oxygène en journée dans la maison. Donc ça va permettre de purifier l'air. Et elles consomment aussi tout ce qui est dioxyde de carbone, donc c'est vraiment très intéressant. Effectivement, la nuit, elles font l'effet inverse, elles respirent comme nous, mais dans tous les cas, on aère toujours un intérieur été comme hiver. Et en plus de ça, ces plantes-là, elles sont très favorables puisque, en plus d'absorber le dioxyde de carbone, elles absorbent aussi des éléments, elles filtrent l'air, par exemple de la peinture, des odeurs de peinture, des choses comme ça, des odeurs de meubles. Elles absorbent ça et du coup, ça permet de purifier encore plus l'air. Et du coup, c'est vraiment quand même quelque chose qui est bien. Et elles humidifient l'air. Ces plantes-là, alors pas toutes, hein, effectivement, pas l'aloe vera, mais cette plante-là, effectivement, rejette de l'humidité. Et souvent dans les maisons, alors notamment en hiver avec le chauffage, surtout quand c'est un chauffage au sol, l'air est très sec et ça permet de favoriser. Et surtout quand on tousse un petit peu, c'est bien d'avoir une ambiance humide. Souvent on dit que pour dormir, quand on tousse, c'est bien de mettre une petite coupelle d'eau pour que justement ça réhumidifie l'air. Donc là, au lieu de mettre une coupelle, on décore la maison et du coup, c'est très sympa et ça permet de faire du 2 en 1. Très bien. Alors une dernière question, hein, que vient de nous envoyer Annie de Bourbriac. Quelle plante verte dans une maison où il fait bien chaud? Peut-être pas forcément pour apporter de l'humidité, hein, comme le cas de Carole tout à l'heure, hein, qui nous interrogeait pour apporter un peu d'humidité dans une chambre. Là, c'est tout simplement les plantes vertes qui pourraient aller dans une maison où il fait bien chaud. Et il y Alors en pour a. les plantes qui aiment vraiment la chaleur et en plus qui n'ont aucun entretien vraiment parce que il y a ça aussi à prendre en compte. Souvent, on aime bien quand ça pousse tout seul, disons, surtout en intérieur. Donc il y a l'aloe vera, donc vous en avez parlé. Il y a aussi les sansevieria. Ça c'est les langues de belle-mère, ça s'appelle. En fait, c'est une plante qui est très dressée. Ça ressemble à un phormium pour ceux qui connaissent en intérieur et ça ne demande aucun entretien. Il y a aussi tout ce qui est cactus, les crassulacées, en fait tout ce qui est plantes grasses qui demandent beaucoup moins d'eau que des plantes fleuries, beaucoup moins d'entretien. Il y a aussi tout ce qui est dracaena, comme ça. En fait, il y a une très large gamme. Effectivement, il y a des plantes un peu plus tropicales comme les monstera, les ficus, les choses comme ça, où il demande un petit peu plus d'humidité, mais c'est très bien dans des températures assez chaudes. Après, tout dépend de la température, mais si c'est autour de 24-25 degrés, c'est tout à fait possible, effectivement. Ouais.
Très bien, merci Marion. Alors, comme on le pratique généralement au jardin et sur nos balcons, hein, on a besoin d'être bien outillé et même en intérieur. Pour les plantes d'intérieur, il faut bien être outillé et c'est la séquence outillage justement. Alors Marion, c'est quoi les indispensables pour, bichonner ces plantes d'intérieur? Alors, les indispensables, c'est déjà un arrosoir, un petit arrosoir à main. Alors moi, je ne l'ai pas forcément parce que j'ai l'habitude d'arroser avec un pichet. C'est vraiment l'indispensable pour arroser toutes vos plantes, d'éviter de les emmener une à une à votre évier et surtout de pouvoir arroser avec une température ambiante pour ne pas stresser les racines et avoir toujours des plantes en pleine forme grâce à une eau tempérée. Donc ça, c'est vraiment important. En complément, vous pouvez aussi prendre un petit pulvérisateur si votre maison est assez sèche. Ça permet toujours de pulvériser le feuillage, c'est très sympa aussi. Un pulvérisateur à main d'1 litre, il n'y a pas besoin d'avoir plus grand puisqu'après il faut le stocker aussi. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Ça, je l'utilise régulièrement. Ensuite, comme vous êtes nombreux, j'ai remarqué, à avoir des orchidées, il faut avoir un outil indispensable, ça va être le tuteur. Puisque si vous avez une orchidée qui refleurit, il va falloir quand même mettre en tuteur pour soutenir, comme ici, la nouvelle pousse. Parce qu'une fois qu'elle a défleuri, il faut vraiment garder le matériel, donc le tuteur et la petite pince à cheveux qui va maintenir, donc j'en ai ici, la petite pince à cheveux qui va permettre de maintenir la tige et d'avoir toujours une tige dressée qui ne va pas retomber avec le poids des fleurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Vous pouvez même l'utiliser en dehors des orchidées. Il y a des plantes qui ont besoin de tuteurs. Par exemple, un petit ficus, il peut pencher, il peut retomber, ça dépend de la taille du pot. N'hésitez pas à les réutiliser. En tout cas, il faut les garder. Et ensuite, il faut aussi avoir soit un petit sécateur à main, donc comme ça, ou bien simplement un ciseau, puisque vous aurez besoin de tailler vos plantes d'intérieur. Donc, de tailler soit les orchidées une fois qu'elles auront défleuri, mais tailler aussi, par exemple, les plantes comme l'aloe vera qui, au bout d'un moment, a quelques feuilles qui vont dépérir. Vous voyez, là, il y a des feuilles qui sont marrons. Il ne faut pas hésiter à les couper. C'est toujours important de les couper puisque l'énergie va aller en hauteur pour pousser. Donc ça, c'est vraiment le petit outil à main. Mais si vous n'avez pas d'extérieur, pas de jardin et que vous n'avez que cette utilisation à faire, n'achetez pas forcément de sécateur. Un petit ciseau, ça fonctionne très bien. Par contre, il faut absolument désinfecter votre sécateur à chaque utilisation, puisque sinon vous pouvez emmener, si vous coupez ici, vous pouvez transmettre de la maladie sur une autre plante et du coup c'est pas forcément terrible puisque vous aurez des problèmes de culture. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Toujours un outil qui coupe bien. Et pour l'intérieur, après, il n'y a pas grand chose. Des petits accessoires comme les cotons pour nettoyer. Et puis après, ma petite astuce aussi que je voulais revenir parce que j'ai pas forcément dit, c'est lorsqu'il pleut, il fait doux en extérieur, n'hésitez pas à sortir toutes vos plantes d'intérieur, qu'elles prennent la pluie d'extérieur. L'eau de la pluie, c'est vraiment une eau qui est riche en minéraux et qui va permettre de peut-être de faire refleurir vos orchidées, de nettoyer les feuilles, puisque avec la poussière qui pourrait s'accumuler, ça va permettre vraiment de tout nettoyer, de rendre propre toutes vos plantes. Et elles vont vraiment adorer cette période-là. Et surtout que ça va aussi provoquer un choc thermique pour faire refleurir vos orchidées. Très bien Marion, merci beaucoup, hein, pour tous ces précieux conseils pour prendre soin de nos plantes intérieures. On arrive au terme de cette émission. On vous donne rendez-vous dans un mois. On sera en 2025. Et qui dit nouvelle année dit bonne résolution. L'émission prochaine veillera donc à balayer un petit peu le calendrier du jardinier tout au long de l'année, hein. C'est bien ça, Marion? Oui, c'est ça. Pour cette nouvelle année, on va aborder des points importants. Ça va être comment planifier son potager, son jardin. Alors, si vous n'avez pas de potager, comment planifier un carré potager? Quelle variété on va pouvoir mettre? À quelle période? Quels sont les travaux à faire chaque mois? Puisque c'est important de prendre de la distance par rapport à ça, de ne pas acheter des plants à des périodes et en fait on ne sait pas trop ce que ça va donner derrière. Il faut vraiment se faire un planning
pour évaluer vos besoins et à essayer d'avoir des bonnes récoltes en choisissant les bons produits. Très bien Marion, eh ben, écoute, merci encore une fois de tous ces précieux conseils, ces trucs et astuces qui nous seront bien évidemment précieux. Je te souhaite de belles fêtes de fin d'année, hein, Marion, du côté du Maine-et-Loire. Joyeuses fêtes à vous également qui avez pris l'habitude de nous suivre et on vous dit à très bientôt. Au revoir.